Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Un trou noir est une concentration de matière et d'énergie si extrême qu'aucune particule matérielle ni aucun rayonnement ne peut s'en échapper. C'est ainsi que commence l'ouvrage de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Astre aussi fascinant qu'effrayant, les trous noirs qui nous semblent à nous, qui ne sommes pas astrophysiciens, bien étranges et nous laissent souvent songeurs. Peut-on être aspiré par un trou noir? Comment se forment-ils? Peuvent-ils nous permettre de voyager dans le temps? Que se passe-t-il une fois que nous sommes à l'intérieur d'un trou noir? Tout comme moi, vous n'avez pas les réponses, rassurez-vous, un livre va nous permettre de ne plus rester dans l'ignorance. Les trous noirs en 100 questions, c'est inédit avec Jean-Pierre Luminet. Bienvenue dans Face au mystère. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur BTLV pour cet ouvrage magnifique. Alors, comme je vous le disais hors antenne, et je vais le dire à tout le monde, j'ai pris un plaisir immense à le lire parce qu'en fait, vous vulgarisez au maximum finalement l'astrophysique et la physique. Et en fait, on comprend plus facilement ces astres qui nous fascinent. Je disais, ils sont à la fois fascinants et effrayants. On a raison d'avoir peur d'un trou noir ou pas, Jean-Pierre? Non, pas vraiment. Alors c'est vrai que les trous noirs font partie des mystères, parmi les mystères les plus fascinants de notre univers physique et matériel, même si on les a imaginés depuis très très longtemps. Ils continuent à avoir ce pouvoir de fascination. Et parfois, effectivement, un peu d'effroi. Bon, vous savez bien... La presse en général aime bien faire un petit peu peur, donc on présente aussi les trous noirs comme des ogres cosmiques qui vont tout absorber. Donc forcément, les gens se posent la question, est-ce qu'un jour la Terre ou le Soleil pourraient être menacés par un trou noir? Donc j'y réponds évidemment. Cette formule, bon, les trous noirs, vous savez, m'ont accompagné pendant toute ma carrière de chercheur depuis 40 ans. Ceci, c'est mon 3e livre qui est consacré aux trous noirs. Alors l'une des raisons aussi, c'est que nos connaissances sur les trous noirs progressent constamment. Il y a constamment des nouvelles découvertes. Donc ça me permet à la fois de réactualiser mes ouvrages précédents et puis surtout cette formule en 100 questions. Ce sont des questions qui m'ont été posées au cours des innombrables conférences grand public que j'ai faites sur les trous noirs. Dans les questions, voilà, est-ce que le temps est déformé? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir? Est-ce que les trous noirs peuvent avaler la Terre? Ce genre de choses. Et donc ça permet de donner des réponses simples et voilà pour cette entreprise de culture scientifique qui m'a toujours été très chère. Écoutez, on va essayer d'en découvrir des réponses aujourd'hui. Et la première question que j'avais envie de poser, quand a-t-on envisagé l'existence des trous noirs? Alors, pas sous ce nom de trou noir, mais sous le nom d'astre invisible. Ça a déjà été imaginé il y a beaucoup plus longtemps que ce que l'on pourrait penser. Ça a été imaginé à la fin du XVIIIe siècle. Ah oui, quand même. Il n'y a pas encore la relativité générale d'Einstein. On est chez la théorie de Newton, l'attraction universelle. Et 2 astronomes, un français et un anglais, un britannique, imaginent qu'il puisse exister dans l'univers des astres énormes et gigantesques, tels qu'à leur surface, la lumière ne pourrait pas s'échapper. Pourquoi? Parce que pour s'échapper d'un corps quelconque, il faut acquérir une certaine vitesse qu'on appelle la vitesse de libération. Sur Terre, il faut au moins 11 km par seconde pour échapper à l'attraction de la Terre. Ils ont imaginé qu'il puisse exister des astres immenses dans l'univers où la vitesse de libération atteindrait la vitesse de la lumière, donc la lumière elle-même ne pourrait pas s'échapper. Et ils avaient appelé ça des astres invisibles. Puis ça a été complètement oublié et il a fallu attendre le début du XXe siècle, la théorie d'Einstein, la relativité générale, pour avoir une meilleure théorie, pour comprendre ces objets-là, qui sont en fait issus, qui sont effectivement d'énormes concentrations de matière et d'énergie, qui creusent des sortes de puits gravitationnels dans l'espace. Et si on franchit le bord immatériel du puits, c'est-à-dire la surface d'un trou noir, on ne peut plus ressortir, en tout cas du même côté. Oui, d'accord. Alors, ces 2 scientifiques, c'était John Mitchell et Pierre-Simon de Laplace. Absolument, c'est ça, 2 astronomes qui avaient donc imaginé ces astres invisibles. Et puis en 1963, c'est un néo-zélandais, Roy Kerr, qui va, si je ne m'abuse, apporter de l'eau au moulin à la théorie des trous noirs. Oui, alors, en fait, c'est dès 1916 que donc, les équations d'Einstein, la théorie vient juste de paraître, et un astrophysicien allemand absolument génial, qui s'appelle Karl Schwarzschild, découvre la première solution mathématique des équations d'Einstein, décrivant la forme de l'espace et du temps autour d'un objet sphérique. Il ne pense pas encore au trou noir, et il ne sait pas qu'il a mis le doigt sur, effectivement, quelque chose qui va absolument faire sensation,
solution, mais au début va poser beaucoup de problèmes. C'est effectivement, ça peut décrire également la forme de l'espace-temps autour d'un objet effondré et concentré, et ce qui va au début poser beaucoup de problèmes à la plupart des physiciens, parce qu'ils disent comment la nature pourrait-elle former des objets aussi concentrés, avec des choses bizarres qui apparaissent, le temps qui est complètement déformé, l'espace distordu, des quantités physiques qui deviennent infinies. Donc il y a une résistance pendant au moins 30 ans ou 40 ans à ce concept de trou noir. Einstein lui-même a essayé de montrer que les trous noirs, qui étaient finalement une conséquence plus ou moins incontournable de sa propre théorie, il a essayé de montrer qu'ils n'existaient pas, en faisant d'ailleurs une erreur de calcul dans son... Et donc il a fallu effectivement attendre les années 60 pour que des théoriciens vraiment mettent ça au propre, et surtout effectivement Reuter, que vous avez mentionné, que le public ne connaît pas, il a trouvé une solution plus compliquée que celle de Schwarzschild, ou que celle qu'on appelle la solution de Kerr, où c'est le trou noir qui tourne cette fois-ci. Et le trou noir qui tourne est bien plus intéressant. D'abord, il est plus naturel, parce que tous les objets tournent dans l'univers, donc les trous noirs doivent également être en rotation. Et la structure de l'espace-temps est encore plus subtile et intéressante avec les trous noirs qui tournent. Et à partir de là, il y a eu effectivement un immense développement, d'abord théorique, avec les grandes écoles, Cambridge, Stephen Hawking, Roger Penrose, l'école américaine, John Wheeler, etc. Les Français sont arrivés quand même un peu plus tard, j'en parlerai avec mon propre parcours, ça c'est plutôt la fin des années 70. Et après, les premières observations astronomiques ont commencé dans les années 70. C'est une énergie incroyable, ce trou noir, c'est absolument incroyable, mais il existe quand même, et on le voit dans le bouquin, qu'il existe des théories qui nient l'existence des trous noirs, encore une fois. Forcément, mais c'est comme ça que ça fonctionne, la science. Il faut toujours qu'il y ait on fait des propositions, des modélisations. Tant qu'il n'y a pas des observations, des expériences totalement convaincantes, on discute. Là, c'est comme ça qu'avance. Alors, cela dit, c'est vrai qu'il y a des anti-trous noirs irréductibles. Irréductibles. Donc ils sont quand même extrêmement minoritaires. Non, aujourd'hui, quand même, il y a un très très large... C'est quand même validé aujourd'hui. Surtout depuis... c'est essentiellement validé. On en parlera. On a maintenant des observations télescopiques. C'est ça. Donc, évidemment. Alors, c'est vrai que pendant des décennies, ça restait d'abord des objets théoriques et justement avec leurs propriétés bizarres. On peut dire est-ce que ça a vraiment du sens? Et puis après, on a commencé à avoir des indices observationnels expérimentaux, mais très indirects. Et maintenant, on a des ondes gravitationnelles, on en parlera. On a des images télescopiques. Donc, alors, après, on peut toujours dire, en mettant qu'on n'y est pas allé, on ne peut pas dire de façon absolument sûre que c'est un trou noir et pas un autre objet permis par d'autres théories légèrement différentes de la relativité générale. Oui, c'est vrai, on ne saura jamais, on n'ira jamais dans un trou noir. Mais voilà, parce que vous nous dites dans le bouquin quand même qu'on ne peut pas y aller, parce que de toute façon, si on y va, on est cuit. Ah ben en plus. Ou en tout cas, on n'est peut-être pas cuit, mais on ne peut pas revenir raconter l'histoire. La question que j'ai envie de vous poser quand même, Jean-Pierre, c'est que, donc on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté en fait. Il y a un trou, ça aspire tout, mais on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, grande question, qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir? Voilà, donc, puisque la matière, ce sont des pièges gravitationnels qui piègent la matière, l'énergie, la lumière, etc. Où ça va? Alors, de deux choses l'une, soit... Donc ce puits gravitationnel a un fond, il est bouché par un nœud de l'espace-temps qu'on appelle une singularité. Et ça porte ce terme parce que ça devient singulier en ce sens que la plupart des quantités physiques, la courbure, la température, la pression, la densité deviennent infinies. Et ça, c'est un petit peu gênant pour le physicien. Le physicien n'aime pas manipuler les infinis parce que plus rien ne devient calculable. Voilà. Donc ça, c'est la solution la plus simple, simpliste et probablement fausse, parce que comme je le dis aussi, on a cette singularité, si on extrapole jusqu'au bout, les équations normales de la relativité. Mais aucune théorie ne peut être extrapolée indéfiniment. Il y a tôt ou tard, elle rencontre une limite de validité. Et on pense que justement, à partir du moment où il y a des infinis qui apparaissent dans une théorie, c'est qu'elle n'est pas complète et qu'il faut la compléter. Et j'en parle dans d'autres questions un peu plus complexes. Quand on vous injectez la physique quantique, c'est-à-dire la physique de l'infiniment petit, pour décrire également ce qui va se passer au fond d'un trou noir, parce qu'à la fois, ça s'effondre, la matière s'écrase et ça devient tout petit, donc il y a les lois de la physique quantique qui rentrent en jeu et qui prennent peut-être le pas sur les lois de la gravité. Et peut-être que la gravité, par exemple, devient répulsive à courte échelle, au lieu d'être attractive. Et que donc il y aura par exemple un rebond. Et il y a une autre solution encore plus fascinante, évidemment, alors ça, Dieu sait si ça a intéressé les physiciens, puis après, comme on va le voir, les écrivains de science-fiction, c'est l'hypothèse que le trou noir n'est pas bouché, n'a pas de fond, et qu'il y a une connexion vers une autre région de l'espace-temps. Et la connexion, on a appelé ça un trou de verre, V-E-R, qui fournirait des raccourcis
pour voyager dans l'espace et le temps. C'est à peu près ça, un trou de verre, c'est-à-dire que c'est en tout cas c'est ce genre de choses. Voilà, ça effectivement. Ouais. Alors vous voyez une connexion. La région du haut, ce serait un trou noir, le piège gravitationnel, et la matière, au lieu de rester coincée dedans, elle pourrait transiter en partie ou en totalité, on ne sait pas, à travers cette structure-là, c'est une sorte de pont ou de tunnel, et ressortir ailleurs dans l'espace et le temps. Donc finalement, on a des solutions, en tout cas mathématiquement. Ça ne veut pas dire que l'univers réalise ça, même s'il fabrique des trous noirs, parce qu'on les mesure, le reste, les trous de verre sont cachés, on ne les voit pas, puisqu'ils sont au fond des trous noirs. On n'a jamais vu de ressortie. Les sorties, les sorties ailleurs s'appellent des fontaines blanches. On a cherché dans l'espace si on pouvait voir de fontaines blanches, on n'a rien trouvé, mais ce n'est pas parce qu'on ne les a pas vues que ça n'existe pas. Mais ça reste une hypothèse absolument fascinante, puisqu'on a trouvé que si ces structures mathématiques existent réellement, et si on peut les emprunter, les traverser, sans être brisés par des forces gravitationnelles énormes, on aurait enfin trouvé le moyen de voyager, le rêve quoi, le moyen de voyager dans l'espace et le temps, parce qu'on aurait des raccourcis. Parce que dans l'espace normal, en dehors des trous noirs, on ne peut pas se rendre sur les échelles de temps humaines, limitées par la vitesse de la lumière. On ne peut pas se rendre sur les étoiles, même les étoiles proches. Il faudrait des siècles et des siècles. Ne parlons pas des galaxies lointaines. Or, s'il y a des trous de verre traversables et empruntables, on aurait des raccourcis. Ça, c'est le jeu de 10 000 ans, on mettrait une semaine, par exemple. Voilà, c'est le jeu de la science-fiction. Dans la science-fiction, Porte des étoiles, Stargate, Interstellar, tout ça, ça exploite cette idée fascinante. Mais on ne sait pas du tout si la nature arrive à former ces structures-là. Il faudrait... Oui, d'abord, il faudrait plonger dedans. On ne sait pas où on ressortirait. On pourrait pas, en tout cas, on ressortirait pas dans la même région de l'espace et même pas dans notre univers. Peut-être que ce serait sur un autre univers. Et alors, en plus, il y a des théories encore en construction, qu'on appelle les théories de multivers, où il y a des univers différents et distincts, et certains pourraient être reliés par des trous de verre. Donc, vous imaginez, on pourrait carrément changer d'univers et probablement aboutir probablement dans un univers totalement hostile, d'ailleurs. Oui, donc ça pose quand même pas mal de questions. Mais alors, comment les physiciens ne s'avouent jamais battus? Parce que c'est vrai que, les trous de verre traversables, ça paraît quand même très, très peu probable. Les trous de verre naturels et traversables paraissent peu probables. Ou même, s'ils existent, il faudrait utiliser uniquement les portes des étoiles, seraient uniquement liées à des trous noirs géants. Je ne l'ai pas dit, mais on y reviendra, il y a des trous noirs de toute taille et de toute masse. Donc, un petit trou noir distellaire, c'est même pas la peine de songer à s'approcher, on serait transformé en spaghetti avant d'atteindre le trou noir, donc même pas besoin de songer. En revanche, un très gros trou noir, comme ceux qui sont au centre de notre galaxie, par exemple, eh bien ça va, on pourrait traverser le trou noir et accéder au trou de verre. Voilà. Mais le problème, c'est que, admettons que ça existe, admettons qu'il y a un trou de verre au centre de notre galaxie. Comment on y va? Il est déjà à 26 000 années-lumière, donc ça fait un problème. Alors comme les physiciens ne s'avouent jamais battus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire des calculs sur le papier, comme ça, de créer des trous de verre artificiels. D'accord. Donc on le fabrique, un petit d'abord, puis on le fait grossir. Et à mesure qu'on le fait grossir, on navigue et on crée soi-même les distorsions de l'espace et temps qui permettraient de voyager. Ça reste encore un peu de la science-fiction, mais c'est quand même fondé sur des équations et des calculs. Oui, on commence à avoir... Il y a un papier il n'y a pas longtemps qui est sorti, là, qui disait qu'effectivement, on avait un retournement de temps. C'est-à-dire qu'en fait, des physiciens avaient trouvé, ou avaient créé artificiellement ce voyage dans le temps. Ça paraît complètement fou. Ça paraît aussi excitant, parce qu'effectivement, on a tous envie de savoir, est-ce que si on est dans un trou noir, on peut aller dans le passé ou on peut aller dans le futur? Ça, c'est une question qui intéresse aussi tout le monde. Oui, absolument. Et c'est vrai on peut le faire. Oui, c'est vrai qu'il y a des courbes possibles, des trajectoires d'espace-temps possibles qui, empruntant un trou de verre, pourraient se boucler. Et si ça se boucle, ça veut dire qu'on a fait un voyage dans le passé. D'accord. Alors évidemment, ça pose des trucs absolument fascinants, mais ça pose aussi beaucoup de questions, les fameux paradoxes temporels. Hein. Si vous allez dans le passé, vous modifiez le futur, c'est tout un ensemble de choses. Donc voilà, il y a certains physiciens ont imaginé des conjectures empêchant justement le voyage dans le passé, mais ce ne sont que des conjectures, on n'en sait rien. Et il pourrait exister aussi des trous noirs microscopiques, mais absolument microscopiques, une myriade de trous noirs microscopiques, où constamment des particules élémentaires, des électrons, pourraient faire ces voyages dans le passé. Donc voilà, Mais dites-moi, Jean-Pierre Luminet, comment on les repère, en fait, ces trous noirs? Parce que comment vous les repérez, vous?
Oui, alors j'en viens à quelque chose de fondamental, je n'ai pas encore dit. Il existe théoriquement des trous noirs de toute taille et de toute masse. Ouais. Les trous noirs les plus communs, on appelle ça les trous noirs stellaires, parce que tout simplement, ils seraient formés par l'évolution des étoiles massives. D'accord. Peut-être une étoile sur 10 000 en moyenne, mais suffisamment massive pour, à la fin de sa vie de lumière, connaître un effondrement gravitationnel de son cœur. Ouais. Et dans ce cas-là, les masses sont suffisamment importantes pour que cet effondrement gravitationnel conduise non pas à des astres compacts que l'on connaît comme des naines blanches ou des étoiles neutrons, mais effectivement à des trous noirs. Donc ce sont les trous noirs stellaires, ça veut dire qu'ils ont des masses d'étoiles, genre de 30, 10 fois, 20 fois, 50 fois la masse du Soleil, ouais. Pas plus. Leur taille correspondante, elle n'est pas très grande, hein, 30 km, 50 km de diamètre, c'est tout petit pour un objet comme ça. On sait aujourd'hui d'ailleurs que le trou noir le plus proche, il est au moins à 1000 années-lumière, donc comment on va essayer de détecter ça? Bon, on ne va jamais le détecter indirectement, parce que vous mettez un objet de 50 km à 1000 années-lumière, c'est l'équivalent de la taille d'une bactérie sur la Lune. Bon, essayez de voir ça, c'est même pas la peine d'y penser. Ouais. Alors, on va s'attacher à des phénomènes indirects. Ouais. Alors, le phénomène indirect, c'est quoi? C'est la matière qui tombe dans un trou noir. Le trou noir, s'il est isolé, on ne le verra jamais. Mais le trou noir, en général, il n'est pas isolé. Alors, justement, les trous noirs stellaires, ils vivent souvent en couple. Pourquoi? Parce que la plupart des étoiles vivent en couple. Il y a des systèmes d'étoiles doubles. Notre Soleil, il est célibataire. Ouais. Mais au moins la moitié des étoiles, et même plus, vivent dans des systèmes multiples. En général, c'est 2. Hein, voilà. Dans un système qu'on appelle binaire, vous avez une étoile de petite masse qui reste à l'état gazeux pendant très longtemps. Le partenaire massif a explosé et a fini par former un trou noir. Et à partir de ce moment-là, le trou noir va aspirer la matière de l'étoile qui l'accompagne. Le gaz va se mettre en orbite autour du trou noir, va former ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Et avant de disparaître dans le trou noir, il émet des flambées de rayonnement de haute énergie qu'on appelle des rayonnements X. D'accord. Voilà, ça c'est ce que prévoit la théorie et les modèles. Et ça a été observé à partir des années 1970, à partir du moment où on a pu commencer à embarquer des télescopes à rayons X dans l'espace, parce que les rayons X n'arrivent pas au sol, heureusement, on a détecté ce qu'on appelle des sources X binaires, c'est-à-dire ce genre de phénomène. Alors, donc on a commencé à rendre crédibles les trous noirs stellaires. Après, on s'est posé la question de trous noirs non stellaires. Alors, notamment les trous noirs massifs et supermassifs, qui se trouveraient, eux, au centre de chaque galaxie. Alors cette fois-ci, quand je dis massif, c'est 1 million de fois la masse du Soleil. Ah oui, quand même. Oui. Et ça reste modérément massif. Aujourd'hui, le record, c'est 60 milliards de fois la masse du Soleil pour un trou noir qui a été détecté indirectement dans une galaxie extrêmement lointaine. Voilà. Et la taille de ces trous noirs-là, elle est proportionnelle à leur masse. Donc, un trou noir de 10 milliards de fois la masse du Soleil, il fait 30 milliards de kilomètres de diamètre. Donc ça commence à devenir énorme, presque la taille de notre système solaire. Il y a des étoiles qui peuvent tomber en entier dedans, etc. Ah, donc on s'est dit, cela, est-ce qu'on pourrait un jour espérer les voir parce que leur taille sur le ciel, ça correspond à peu près à la taille d'une pièce de 1 euro sur la Lune. Normalement, les télescopes ordinaires n'ont pas cette finesse de vue. Et puis alors, il y a eu cette histoire extraordinaire qui est toute récente, effectivement, un projet international qui s'appelle l'Event Horizon Telescope, le télescope de l'horizon des événements. Horizon des événements, c'est le nom que l'on donne à la surface d'un trou noir. A établi un réseau de radiotélescopes sur toute la planète, allant de l'Antarctique aux îles Hawaï, en passant par le Chili, l'Europe et les États-Unis, pour créer l'équivalent d'un instrument unique qui a la taille de la planète, 10 000 km. Avec ça, vous avez une finesse, une résolution, comme on le dit, extrêmement fine, qui permet juste d'accéder à ce qu'il faut pour observer les trous noirs. Et c'est ainsi que les 2 premières images télescopiques de trous noirs géants ont été obtenues. La première, c'était en avril 2019. C'était un trou noir de 5 milliards de fois la masse du Soleil qui est au centre d'une galaxie très lointaine, qui s'appelle M87. Et puis plus récemment, au mois de mai dernier, le trou noir qui est au centre de notre galaxie, c'est-à-dire le trou noir supermassif le plus proche de nous, même si c'est quand même à 26 000 années-lumière. Et dans les 2 cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit un œil noir au centre, entouré d'une couronne lumineuse, jaune-orangé parce que c'est en fausse couleur, et avec des points brillants qui montrent les parties chaudes du disque d'accrétion. Est-ce que ça ressemble à ça, un trou noir?
Non, alors ça, c'est une vue d'artiste, ça, ce ne sont pas les images. C'est une vue d'artiste, mais qui reprend justement... En gros... J'allais y venir. C'est une vue d'artiste, là, avec un disque de gaz brillant qui entoure le trou noir, voilà. Ça reprend, en fait, un calcul que j'ai fait, que j'étais le premier à faire. 40 années auparavant, c'est-à-dire à la fin des années 1970, jeune chercheur au Conservatoire de Paris, je constate qu'on n'en croit pas encore vraiment au trou noir, parce que c'est vrai que les indices ne sont pas très convaincants, et j'entreprends une sorte de petit défi de dessiner un trou noir. Mais le dessiner réellement en faisant des calculs, pas comme le fait un artiste, mais avec des vrais calculs de relativité générale. Et j'ai publié en 1979 la première image virtuelle calculée à l'ordinateur, que j'avais fait ça tout près d'ici, l'Observatoire de Paris-Meudon, voilà, où j'avais calculé cette image d'un trou noir entouré d'un disque de gaz, mais avec toutes les déformations de l'espace et du temps. Et je ne me doutais pas à l'époque que 40 années après, les moyens télescopiques seraient là pour vérifier cette image-là, parce que l'image qui a été obtenue ressemble absolument aux simulations numériques que j'avais faites. Alors Jean-Pierre, nous vivons dans un univers en 4 dimensions, 3 d'espace et 1 de temps. Ça, c'est ce que j'apprends depuis que je vous lis, hein. Donc voilà, parce que c'est quelque chose que je ne savais pas. Et on voit l'importance de Stephen Hawking sur les trous noirs. On en a parlé un petit peu, on en avait déjà parlé avec vous ensemble ici. Lui, il a développé l'hypothèse des trous noirs primordiaux. C'est quoi les trous noirs primordiaux ? Alors justement, c'est une troisième catégorie de trous noirs par rapport aux stellaires et aux supermassifs dont j'ai parlé. Les trous noirs primordiaux, ce seraient des trous noirs qui se seraient formés beaucoup plus tôt dans l'histoire de l'univers et en fait, juste après le Big Bang, le supposé début de l'univers ou le début de l'univers, l'univers est constitué d'un gaz extrêmement chaud qu'on appelle un plasma. Il n'a pas encore formé d'étoiles, de galaxies, ce genre de choses. C'est un milieu très chaud, très dense, en expansion. Et certains grumeaux de cette soupe primitive très chaude, aurait pu, sous l'effet de la pression extérieure, s'effondrer pour former une première génération de trous noirs qu'on appelle donc primordiaux, parce qu'ils se seraient déroulés dans l'univers très primordial. Quand je dis primordial, c'est vraiment durant les 3 premières secondes simplement suivant le supposé début de l'univers, si on met le temps zéro au moment du Big Bang. Et donc, il y aurait toute une génération, ça commencerait par des trous noirs absolument microscopiques, des trous noirs primordiaux microscopiques parce qu'ils seraient aussi petits qu'une particule élémentaire. Imaginez un trou noir qui a la taille d'un proton. Il aurait quand même la masse d'une montagne. Et cela, il se formerait au bout de quelques milliardièmes de secondes seulement après. Et à mesure que le temps passe, seulement 2-3 secondes, vous arriveriez jusqu'à des trous noirs de 1 million de fois la masse du Soleil. Donc des trous noirs déjà massifs. Tout ça formait une première génération au bout de 3 secondes. C'est ça qu'on appelle les trous noirs primordiaux. Au début, on va parler de la contribution de Stephen Hawking, parce que Stephen Hawking n'est pas le premier à avoir imaginé les trous noirs primordiaux. Ce sont d'abord des astrophysiciens russes. Bon, après, donc, le monde anglo-saxon a tendance à tout récupérer. Bon, peu importe. Voilà. Bon, il n'empêche évidemment que Hawking, après, a fait des découvertes, des propositions théoriques extraordinaires. Il s'est intéressé aux trous noirs primordiaux microscopiques. Et là, c'est sa plus grande découverte, en tout cas ce qui l'a rendu célèbre, même si sa découverte n'a pas été vérifiée et validée expérimentalement. Il a trouvé que les trous noirs primordiaux microscopiques, au lieu de grossir, comme les trous noirs normaux et astrophysiques, ils s'évaporaient. Pourquoi ? Parce qu'il y a des phénomènes relevant de la physique quantique, la physique de l'infiniment petit, qui rentre en jeu, qui modifie les lois de la gravité et qui ferait que ces trous noirs microscopiques s'évaporeraient en émettant un rayonnement qu'on appelle le rayonnement de Hawking. Ça a fait énormément travailler de gens parce qu'on s'est dit, on avait une interface entre 2 théories extraordinaire, la théorie d'Einstein, la relativité générale, qui décrit la gravitation, donc plutôt les phénomènes à grande échelle. De l'autre côté, on a la physique quantique, on appelle ça la théorie quantique des champs, qui décrit la structure des particules élémentaires, les interactions fondamentales. Ces théories sont un peu incompatibles entre elles. D'ailleurs, c'est le grand projet, j'ai écrit un livre récemment là-dessus, qui s'appelle Les cubes de l'espace-temps. Le grand projet de la physique de demain, c'est de trouver une théorie unificatrice, sans garantie qu'on y arrive un jour. Voilà. Mais quand on commence à faire des choses, des calculs approchés, c'est ce qu'a fait Stephen Hawking dans les années 70, il a trouvé que juste quelques phénomènes quantiques suffisaient pour modifier complètement le comportement des trous noirs à partir du moment où ils étaient petits, c'est-à-dire soumis à la physique quantique, ils s'évaporaient au lieu de... Alors après, ça a posé plein de questions et de paradoxes. L'un d'entre eux s'appelle le paradoxe de l'information. C'est assez fascinant. Les trous noirs normaux, c'est des pièges à matière, à énergie, donc à information. L'information, elle est piégée dans les trous noirs. On n'y a pas accès de l'extérieur. Bon, d'accord, pourquoi pas ?
Et à partir du moment où les trous noirs s'évaporent, question toute simple, est-ce qu'on récupère l'information ou pas, puisque ça s'évapore? Grande question. Ça paraît naïf de dire ça, là, mais c'est une question extrêmement complexe, parce que si vous en tenez juste à la théorie de la relativité générale, vous ne récupérez pas toute l'information. Si vous en tenez à la physique quantique, on devrait récupérer toute l'information. Ça montre bien l'incompatibilité. Et donc ça a fait phosphorer les cerveaux de centaines de physiciens pour essayer de résoudre ce paradoxe. Alors dites-moi, Jean-Pierre Luminet, quelle est l'importance de découvrir finalement ces astres et de les étudier? Est-ce que ça va... Vous savez, j'ai une femme qui est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'elle me dit, mais arrête de te poser des questions, ça ne sert à rien, ça ne te changera pas la vie. Je dis, si, ouais, ça... les gens, vous savez que les gens disent, vous leur parlez des trous noirs, ils disent, bon, ok, qu'est-ce que ça va me changer à mon quotidien? À quoi ça sert? Alors justement, à quoi ça sert de les étudier? Est-ce que ça va peut-être changer quelque chose dans la compréhension de l'univers? Donc la compréhension de qui on vient, d'où on est, qu'est-ce que c'est? Ben c'est ça, en fait, toutes les propriétés physiques de notre univers, ça forme un tout. Vous enlevez n'importe quoi, vous enlevez... je sais pas, le neutrino, particules élémentaires, à quoi ça sert? Ben, si vous enlevez le neutrino, l'univers, il n'existerait pas, on ne serait pas là. Bon, pareil, vous enlevez les trous noirs, ça ne fonctionnerait pas de la même façon. Donc, simplement, c'est simple pour l'esprit humain de comprendre, de décoder les lois et les mystères de l'univers, même s'il n'y a pas a priori d'implication directe dans notre vie de tous les jours, évidemment. Là. Mais sait-on jamais? Par exemple, on sait que les trous noirs en rotation ont une partie de leur énergie qui est stockée sous forme d'énergie rotationnelle. Et on a imaginé, mais de façon sérieuse, hein. Alors c'est pas accessible évidemment actuellement à nos technologies, mais pourquoi pas dans le futur, on a imaginé que l'on pourrait exploiter l'énergie rotationnelle des trous noirs. Donc on ne peut jamais trop préjuger. En plus, à mesure qu'on étudie les trous noirs, qui au début apparaissaient vraiment des objets exotiques, exceptionnels, extrêmement rares, c'est vrai qu'ils ne sont pas très très nombreux, heureusement d'ailleurs, d'une certaine manière, mais on s'aperçoit qu'ils ont pu jouer un rôle prépondérant déjà au tout début de l'univers, ces fameux trous noirs primordiaux dont on a parlé, en permettant aux galaxies de se former plus vite que ce que l'on pensait auparavant. Justement, on a des observations récentes par le fameux grand télescope spatial qui a été lancé, le James Webb Télescope, qui nous délivre des images extraordinaires, les plus profondes jusqu'à présent. Et qu'est-ce que découvre le James Webb? Que finalement, les toutes premières galaxies se seraient formées 200 millions d'années après le Big Bang, alors que précédemment, on pensait qu'il fallait au moins 800 millions d'années. Ça veut dire qu'elles se sont formées plus vite. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes particuliers pour accélérer. Et l'un des mécanismes qui est revenu sur le devant de la scène, c'est des trous noirs primordiaux. Une première génération de ces trous noirs, 1 million de fois la masse du Soleil, formés au bout de 3 secondes. Ils ont servi de germe à former les galaxies. Donc, ça veut dire que s'il n'y avait pas cette génération de trous noirs primordiaux, on ne serait pas là. Parce que les galaxies ne se seraient pas formées aussi vite, les étoiles ne seront pas formées et nous ne serions pas là. Et après, quand on regarde maintenant dans le futur de l'univers, parce que c'est vrai qu'actuellement, les trous noirs ne sont pas très nombreux, même s'il y a quelques millions de trous noirs, petits trous noirs stellaires dans une galaxie et un gros trou noir au centre, ils sont loin séparés les uns des autres, il n'y a pas d'influence directe. Mais dans le futur de l'univers lointain, les trous noirs vont jouer un rôle de plus en plus prépondérant. Parce qu'effectivement, en attirant la matière, ils vont devenir de plus en plus gros. Donc voilà. Alors, c'est pas sur les échelles humaines, certes, mais voilà à quoi ça sert d'étudier tous ces objets qui paraissent exotiques. On apprend toujours quelque chose sur nous-mêmes et sur notre petit environnement en étudiant des objets lointains et exotiques. Notre Soleil deviendra un trou noir? Non, il n'est pas assez massif, parce que, alors ce que je ne l'ai pas dit, effectivement, les processus de formation des trous noirs, j'ai parlé de l'effondrement gravitationnel, mais pour qu'une étoile se transforme en trou noir, en tout cas le cœur d'une étoile qui se contracte en effondrement forme un trou noir, il faut qu'elle soit suffisamment massive, 50 fois la masse du Soleil. Ah oui. Ça ne représente qu'une étoile sur 10 000 seulement. Alors, c'est pour ça que les trous noirs restent relativement rares par rapport aux étoiles. Donc notre Soleil, lui, en fin de vie, dans quelques milliards d'années, son cœur se contractera, mais ça s'arrêtera. La contraction s'arrêtera à un stade bien antérieur, avant le stade du trou noir. La matière se mettra à résister et ça formera ce qu'on appelle une naine blanche, qui est une étoile qui a à peu près la taille d'une petite planète comme la Terre, mais la masse d'une étoile. Donc c'est dense, mais très très loin d'atteindre le stade de trou noir. Alors, dans page 48, j'ai noté quelque chose. Vous dites qu'en fait, au voisinage des trous noirs, l'espace est déformé. Il y a marqué comment l'espace est-il déformé au voisinage des trous noirs. Ça veut dire quoi déformé? En fait, l'espace et le temps est déformé. Alors ça, on en revient en fait
à la théorie d'Einstein, la relativité générale, qui décrit la gravitation non plus comme le faisait Newton. Le génial Newton avait dit la gravitation, c'est une force d'attraction, ce genre de choses. Il y a la petite formule de Newton, et avec ça, on explique plein de choses. Donc, c'est merveilleux, mais c'est pas parfait. Et donc, Einstein a dit, il y a une autre façon de décrire la gravitation, de façon plus profonde, plus subtile et plus correcte, effectivement, ça s'est avéré. C'est la gravitation, c'est une manifestation de la courbure de l'espace et du temps. Alors, ça veut dire quoi? Parce que qu'est-ce que c'est la courbure? Alors, souvent, dans mes conférences grand public, je prends un tissu élastique, un barésie, je mets des boules dedans, je montre qu'effectivement, dès qu'on met de la matière dans un substrat qui n'est pas rigide, mais qui est élastique, on crée de la courbure. Ouais, et alors, il y a la courbure, en fait, la gravitation, c'est juste une manifestation de la courbure. Les objets qui sont dans l'espace, dès qu'il y a des corps massifs, ils créent de la courbure dans leur voisinage, et les corps suivent la pente de la courbure, comme si vous avez, je sais pas moi, un entonnoir, vous faites rouler une bille dans l'entonnoir, elle va aller en ligne droite, mais simplement, elle va spiraler et finir par tomber dedans à cause de la courbure. C'est un vélodrome, quoi, en fait, c'est ça. Donc, oui, sauf que le vélodrome attire vers le fond, parce que la vitesse, justement, n'est pas suffisante pour se maintenir, comme les cyclistes qui se maintiennent. Sur le vélodrome, là, on est attiré vers le fond. Donc voilà, c'est ça la courbure de l'espace et du temps. Donc ça veut dire que si l'espace-temps est courbé, il est élastique d'une certaine manière, donc le tissu de l'univers est élastique, et donc les intervalles d'espace sont déformés, et les intervalles de temps également sont déformés. Voilà. Alors par exemple, tout à l'heure, j'ai mentionné le processus bizarre de spaghettification. C'est une manifestation précisément de la déformation de l'espace au voisinage d'un trou noir. Si vous tombez en chute libre radialement vers un trou noir, radialement, c'est-à-dire directement comme ça, la courbure de l'espace vous étire sous la forme d'un spaghetti. Moi, j'ai travaillé dans les années 80, après avoir calculé mon image de trou noir, sur des trajectoires d'étoiles autour de trous noirs géants. En général, elles ne sont pas directement radiales, elles tournent autour. Et en tournant autour, l'effet de distorsion, il est différent et plus intéressant. Ça les aplatit dans le plan de leur orbite. J'avais appelé ça des crêpes stellaires, parce que c'est appelé comme une crêpe. Et après, en étant aplati, ça finit un jour par exploser et par rebondir et exploser. Parce que physiquement, elles s'aplatissent. Oui, absolument. Elles s'aplatissent en quelques heures, elles s'écrasent dans le plan orbital, et puis à force d'être écrasées, ça finit par chauffer tellement que ça explose. Et ça donne une grande flambée de rayonnement. Alors j'ai écrit toute une série d'articles dans les années 90 où j'appelais ça les crêpes stellaires flambées. Et ça marche, c'est-à-dire que ça a été observé une décennie plus tard, les télescopes ont capté. Donc c'est une manifestation de la déformation très violente de l'espace que peuvent provoquer les trous noirs en détruisant des étoiles. Après, il y a une distorsion peut-être encore plus fascinante, qui est la distorsion du temps. Voilà. C'est-à-dire le temps, en relativité, il est également élastique. La façon dont vous mesurez le temps, ça dépend si vous avez votre horloge à vous, que vous mesurez votre propre temps, ça s'appelle d'ailleurs le temps propre, c'est le vrai temps. Mais si vous observez le temps qui s'écoule de quelqu'un qui est en mouvement par rapport à vous, vous n'aurez pas le même écoulement du temps. Il y a un temps déformé, un temps élastique. Et donc typiquement, vous avez par exemple deux astronautes qui décident d'explorer un trou noir. C'est un peu de la science-fiction, ok. Donc il y en a un qui décide de rester en orbite autour du trou noir et qui va surveiller son compagnon qui lui va se sacrifier pour aller dans le trou noir. Mais il se prend des images en train de tomber dans le trou noir pour les transmettre à l'extérieur. Dans son temps à lui, l'astronaute qui tombe dans le trou noir, il a son temps. Le temps s'écoule normalement, il va traverser le trou noir, puis après, bon, il arrivera des choses désagréables, mais enfin, peu importe. Pour l'observateur extérieur, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un film très différent. Au début, le film reste à peu près identique, puis progressivement, on va voir que le film se ralentit, se ralentit, se ralentit. Et il va voir que le geste de l'astronaute qui va dans le trou noir se fige progressivement. Et il ne verra jamais son compagnon atteindre la surface même du trou noir. Et a fortiori, jamais ce qui se passe au-delà. Donc, on appelle ça le gel temporel. C'est pas le vrai temps, parce que le vrai temps, c'est celui de l'astronaute qui est en chute libre. Voilà. Mais le temps extérieur, c'est un temps élastique, extrêmement déformé, et il se gèle. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas voir de l'extérieur ce qui se passe, non seulement dans un trou noir, mais même juste à la limite d'un trou noir. Et donc, c'est ça, cette déformation, ce gel temporel. C'est pour ça que extrême. Dans le film Interstellar,
quand ils vont sur une planète, celui qui reste en orbite, lui, vieillit de je ne sais pas combien d'années. Alors ça, ce sont effectivement des effets calculés par la relativité. Alors dans le film Interstellar, dans le premier voyage, il va sur une planète proche d'un trou noir, il n'atteint pas le trou noir, mais simplement ce voyage-là, il plonge donc dans un champ de gravité très important, sans toucher le trou noir, et quand il ressort, eh bien, son temps à lui a été le temps propre qu'il a vécu. Hein, ça a duré, je ne sais plus, dans le film, ça a duré une semaine, enfin quelques jours. Sur Terre, il communique après, il s'est passé 25 ans. Ouais, donc sa fille qui était toute petite, il la retrouve adulte, physicienne, à écrire des équations. Et ça, c'était un calcul, parce que j'étais, à l'époque de film Interstellar, j'étais en communication avec mon collègue Kip Thorne, qui était donc un grand astrophysicien américain, qui était conseiller scientifique du film, voilà, qui est un des grands spécialistes des trous noirs, et qui d'ailleurs, depuis, a eu le prix Nobel de physique pour son travail sur les ondes gravitationnelles. Et donc, Kip Thorne m'avait dit, j'ai essayé de faire, selon les desiderata du producteur, du réalisateur, il a tiré un petit peu au maximum, mais ça, pour cette histoire de décalage temporel, il m'a dit, j'ai vraiment calculé les choses, hein, j'ai pris le trou noir avec sa masse, j'ai fait le calcul, et ça fait effectivement cette distorsion temporelle énorme d'un facteur 1000, voilà. Alors, on en apprend des choses dans votre bouquin, et on a aussi l'évocation d'un trou noir acoustique. C'est quoi un trou noir acoustique? Ah, un trou noir acoustique, on rêve de créer au laboratoire des phénomènes ressemblant ou simulant les effets bizarres d'un trou noir. Et on s'est aperçu que dans des expériences de dynamique des fluides, on étudie le comportement de fluides, mais turbulents, avec des turbulences, des choses comme ça, on s'est aperçu que dans certaines conditions, on pouvait créer ce qui ressemble à des trous noirs acoustiques, c'est-à-dire des zones dans le fluide où l'information reste piégé, un petit peu comme la lumière reste piégée dans un trou noir. Là, c'est pas la lumière, c'est le son. Il existe des grains de son qu'on appelle des phonons, un petit peu comme il existe des grains de lumière qu'on appelle les photons. Eh bien, les phonons, dans cette configuration turbulente particulière, resteraient piégés. Et donc, on se dit, tiens, c'est peut-être un analogue des trous noirs. On a appelé ça les trous noirs acoustiques. Vous dites également qu'il est très difficile de faire un lien entre la physique de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Pourquoi? J'en ai dit un mot tout à l'heure. On a ces deux termes. La physique, disons, de l'infiniment grand, même si le terme infini est un petit peu exagéré, du très grand, c'est la relativité générale, la gravitation, les mouvements des astres à grande échelle, l'univers à grande échelle. Ça, c'est la relativité générale. Après, la physique quantique, c'est le tout petit, les particules élémentaires, ce genre de choses. Comme je le disais, ce sont deux théories qui marchent extraordinairement bien dans leurs domaines respectifs. Mais si on essaie de les unifier, de trouver une sorte de théorie unitaire, on a un mal énorme, un mal fou. Donc, il y a des pistes, des approches, la théorie des cordes, la gravité à boucle, enfin, tout un ensemble de choses extrêmement compliquées, assez fascinantes, mais pour l'instant, rien n'est prouvé. Voilà. Mais alors, on dit, pourquoi le faire? Tout simplement parce que si on veut résoudre certains vraiment des mystères encore plus profonds, qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond d'un trou noir? Et le Big Bang lui-même, le Big Bang, le supposé début de l'univers. Si vous en tenez à la relativité générale, c'est une absurdité, c'est un point. L'univers ne peut pas sortir d'un point infinitésimal. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut mettre la physique quantique dessus. Et donc ce sont ces fameuses théories de gravité quantique qui nous permettraient éventuellement de résoudre quelques-uns de ces problèmes-là. Mais je pense qu'on en est loin. Et c'est même pas de garantie qu'on y arrive un jour. Vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure. Les gens sont un peu flippés quand on parle de trou noir parce qu'il y a eu plein de gens qui ont évoqué le danger du trou noir. Et dont la création d'un trou noir. Vous parlez d'ailleurs de la création d'un trou noir dans un accélérateur de particules. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que ça a été fait? Et est-ce que c'est dangereux? Parce qu'on s'est dit, je me souviens, moi j'avais lu des papiers en disant Océane, il crée un trou noir et on va tous mourir, ça va absorber la Terre, etc. Absolument, vous avez lu des papiers et nous, les astrophysiciens, on a reçu des quantités de courriers en disant arrêtez tout, vous jouez aux apprentis sorciers, etc. Non, parce que donc, j'ai dit que théoriquement, il pouvait exister des trous noirs microscopiques, naturellement formés au Big Bang.
quand on y réfléchit d'une certaine manière, hein, un grand accélérateur de particules, comme celui du CERN, on fait de la physique des hautes énergies, on simule d'une certaine manière des conditions de l'univers très primitif à très haute énergie. Donc on se dit à très haute énergie, pourquoi ne fabriquerait-on pas des micro-trous noirs? Et une fois qu'on les fabriquerait, alors là, effrayant, les micro-trous noirs, ça va absorber le laboratoire, puis la Suisse, puis la France, puis la planète, puis l'univers entier. C'est une absurdité totale. Bon, mais a priori, bon, on pouvait se poser la question. Simplement, les niveaux d'énergie nécessaires pour faire ce genre de choses dans la physique actuellement connue et solide, ils sont des milliers, des milliards de fois plus élevés que ce que nous avons. Donc, il est absolument inenvisageable de créer des trous noirs microscopiques dans les conditions actuelles. On en avait parlé parce que c'est uniquement dans le cadre de certaines théories qui depuis ont été éliminées, notamment des variantes de la théorie des cordes, qui est l'une justement de théorie unificatrice, ou en rajoutant plein de dimensions supplémentaires à l'espace, parce que vous avez dit tout à l'heure, l'espace a 3 dimensions et le temps, mais il y a des théories qui supposent qu'il y a beaucoup plus de dimensions spatiales, et donc ça change la physique, et ce n'est que dans ce cas-là qu'on pourrait éventuellement avoir l'énergie nécessaire pour créer des micro-trous noirs. Mais ces théories ont été invalidées depuis. Voilà. Bon. Et même si on fabriquait des trous noirs artificiels petits, au lieu d'absorber la Terre, Hawking nous a dit en fait non, il s'évaporerait. Donc aussitôt créé, il s'évaporerait sans grand danger. Donc pas de quoi avoir peur. Mais les médias, ils aiment bien titiller un petit peu les angoisses, ça fait vendre. Alors vous dites également que de l'or serait produit lors de la formation des trous noirs. Oui. Ah, ça paraît stupéfiant. Hein. Voilà. Alors, il y a une autre façon de former les trous noirs stellaires. J'ai parlé de l'effondrement gravitationnel du cœur. Il y a une autre façon, c'est des collisions entre ce qu'on appelle des étoiles à neutrons. Alors, les étoiles à neutrons, c'est des astres extrêmement compacts qui sont produits par peut-être une étoile sur 10. À la fin de sa vie, explose en supernova. Le cœur s'effondre. Et là, au lieu de former un trou noir, la matière devient de plus en plus rigide et résiste à l'effondrement. Jusqu'à 3 fois la masse du Soleil. Et vous fabriquez ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Bon, d'accord, un neutron, c'est des boules de 10 km de rayon, qui ont la masse d'étoiles, donc un truc absolument incroyablement dense, hein, des milliards de tonnes par centimètre cube. Et vous avez des couples d'étoiles à neutrons, puisqu'il y a des couples d'étoiles. Vous avez aussi des couples d'étoiles à neutrons. Dans un couple d'étoiles à neutrons tournent l'une autour de l'autre, et à un moment, elles finissent par rentrer en collision. Qu'est-ce que ça fait ? Probablement, ça va former un petit trou noir stellaire. Mais avant de former le trou noir, au moment de la collision, les températures, les chocs se font à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, c'est des phénomènes cataclysmiques, et au moment de la collision, les températures atteignent des valeurs gigantesques, et donc il y a des réactions thermonucléaires qui se passent. Et qu'est-ce qu'on a découvert ces dernières années? Ça, c'est tout récent, j'en parlais pas dans mes bouquins précédents, parce que ça n'avait pas été calculé et envisagé. On fabrique essentiellement de l'or, du platine et quelques-uns de ces éléments qui nous sont si précieux parce qu'on a tous un peu des atomes d'or, de platine dans nos montres, nos bijoux, ce genre de choses. Mais il faut bien se rendre compte que ces atomes d'or, ils ont été formés dans ces processus absolument extravagants, très très rares, des collisions d'étoiles à neutrons qui se sont déroulées il y a des centaines de millions, voire des milliards d'années dans le passé de l'univers, aux confins de la galaxie. Les collisions libèrent des masses terrestres entières d'or ou des platines. Après, ces atomes sont projetés dans l'espace, un milieu interstellaire, sont répartis un petit peu partout, et un jour, quand notre système solaire s'est formé, il y a 5 milliards d'années, dans la nébuleuse présolaire, les atomes d'or et de platine et quelques autres éléments, fabriqués bien avant par ces collisions d'étoiles à neutrons, ils se sont retrouvés ici, sur Terre, et donc c'est un lien extraordinaire. Donc, justement, on parlait tout à l'heure à quoi ça sert de comprendre tout ça. C'est symboliquement, l'or, je sais si c'est symbolique pour l'homme, donc les atomes d'or, ils ont été fabriqués il y a des milliards d'années dans des phénomènes complètement exotiques et lointains. On ne commence à le comprendre que seulement aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous avez un truc en or, ça a été fabriqué il y a des milliers. Exactement. C'est énorme. Parce que sur Terre, il n'y a pas de pression suffisante pour fabriquer les atomes d'or et de platine. Vous savez, ça a été le rêve de l'alchimie pendant longtemps. La transmutation, le plan en or. Voilà, mais c'est absolument impossible. Absolument pas les énergies, les pressions. C'est les étoiles qui le font. Les collisions d'étoiles. Est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi l'homme l'a compris tout de suite que finalement c'est un métal précieux? Est-ce qu'à l'époque, les primitifs ont compris que... L'intuition. L'intuition. C'est incroyable. Dites-moi,
On est quand même protégé dans la région de la Terre. Là. Nous, on est dans une région plutôt cool, quoi. Nous, il se passe pas grand-chose. Extraordinairement cool. Sinon, d'ailleurs, on ne serait pas là pour en parler. C'est ça. Il a fallu des conditions extrêmement calmes et favorables pour que la vie d'abord puisse émerger, puis après sur Terre pour que les conditions restent favorables pour que la vie sorte de l'état de bactéries progressivement et finisse par aboutir à des formes plus évoluées dont nous sommes l'un des représentants, peut-être pas le plus brillant, mais c'est notre affaire. Ça, c'est notre... Quel plaisir vous avez encore, Jean-Pierre Luménet, à étudier ces astres. Vous le voyez, 40 ans plus tard, vous êtes passionné toujours. Il faut dire que c'est difficile de ne pas être passionné par ce genre de choses, mais enfin bon, voilà. Donc voilà ce plaisir que j'ai à écrire, à transmettre tous ces savoirs qui paraissent très compliqués, très lointains, à les transmettre de la manière la plus simple possible à travers mes livres, des conférences, des émissions de télévision, etc. Et ça fait partie vraiment quand même de notre mission, je trouve, aussi de chercheurs. Il ne faut pas rester dans notre tour d'ivoire, il faut sortir. Si on a le goût pour ça, parce que je sais que certains n'ont pas le goût, ça le regarde, il y en a qui n'ont pas cette faculté d'expliquer en termes simples ce qu'ils font, et quand on a cette facilité, il faut le faire, puis c'est un grand plaisir. Il y a plein de questions qui sont incroyables, vous allez prendre un plaisir immense. Quel est le plus grand trou noir géant connu? Y a-t-il des galaxies qui abritent plusieurs trous noirs supermassifs? Peut-on calculer à quoi ressemblerait de près un trou noir? Il y a toutes ces questions-là, vous y répondez, et c'est un vrai plaisir de lire. Donc vous allez pouvoir jouir bien sûr de ce bouquin si vous le procurez. Le lien sera avec le replay ou le podcast de cette émission. Astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, Jean-Pierre Luménet, merci d'être venu. Il y aura la suite? Merci. Merci à vous. Alors la suite, j'ai effectivement une activité d'écriture assez intense. Oui. Mon prochain livre sortira au mois de février. Alors le sujet va peut-être vous étonner. Les Nuits étoilées de Vincent Van Gogh. Oh, génial. Eh oui, ça aussi, c'est ma passion pour des autres Mais finalement, vous êtes un peu un artiste, en fait, Jean-Pierre Luménet. J'ai une activité, effectivement, en musique, en art plastique, etc. Et je me suis intéressé au décodage des tableaux que Van Gogh a peints en Provence, tout près de chez moi, d'ailleurs, à Arles, à Saint-Rémy-de-Provence, et la façon dont il a représenté ces Nuits étoilées. Bon, vous reviendrez, bien sûr, Absolument, j'en reviendrai avec plaisir. Mille merci de nous avoir suivis, et à très bientôt.